Alors bonjour à tous. Alors dans cet exposé, on va vous présenter les différentes méthodes agiles, ainsi que des méthodes alternatives à la méthode Scrum et Extreme Programming. Alors pour commencer, Pierre et moi, on va vous détailler cette méthode en grand 1. Alors moi, je vais vous expliquer les grandes lignes. Ensuite, Pierre vous expliquera la méthode Scrum un peu plus dans les détails. Ensuite, on va avoir Nicolas dans le gros 2 qui va vous expliquer l'extreme programming. Dans le grand 3, Sabrina va vous expliquer les méthodes alternatives à Agile. Ainsi que le déroulement de la formation dans le grand 4. Ensuite, Pierre va vous raconter aussi va vous expliquer le déroulement de l'organisation qu'on a eu depuis le début de la formation si on avait utilisé la méthode agile, enfin la méthode Scrum en l'occurrence. Et enfin, je passerai à la conclusion. Alors, le product owner dans la méthode Scrum, il est hyper important parce qu'il va être le lien entre l'équipe et le client. Donc en fait, il va transmettre les objectifs du client à l'équipe et il doit être hyper disponible à la fois pour l'équipe et à la fois pour le client. Il va entretenir le dynamisme de l'équipe en, en fournissant une reconnaissance à chaque fin de sprint à son équipe. Et par contre, en fait, il faut pas, c'est pas lui qui va décider de l'organisation de l'équipe. Ça va plus être le Scrum Master qui va s'occuper de ça. Il y a un certain nombre de valeurs qui sont hyper importantes pour être product owner. Il faut une très bonne connaissance de son métier. Il faut avoir un bon esprit de synthèse, une faculté à définir techniquement un produit, une forte capacité d'écoute et la capacité à prendre des décisions et à les assumer. Donc ensuite, on va voir le Scrum Master. Donc en fait, le Scrum Master, lui, il va être garant du processus. Il va assurer la bonne communication entre les équipes, de leur implication, et que la méthode agile, donc là, du coup, la méthode Scrum, soit bien appliquée durant toute la phase de développement. Il va être, alors il n'y a pas vraiment de hiérarchie, en fait, ça va pas être un supérieur, il va plus être vu comme un coach, où il va pas donner les solutions aux problèmes, mais il aidera l'équipe à les identifier et à les résoudre. Donc plus une équipe gagnera en expérience et en autonomie, et plus en fait le Scrum Master, l'impact du Scrum Master se réduira. Et il devra aussi assurer une bonne compréhension entre le product owner et l'équipe. Donc en fait, si on fait l'analogie, en fait, on peut faire en fait une analogie avec les jeux de rôle sur plateau, où en fait le Scrum Master ce serait le maître du jeu. Donc en fait, il expose aux autres joueurs le but commun et la fonction de leur personnage, donc en fait leur rôle. Et en fait, il va être amené à influencer les joueurs de manière subtile pour les mener vers la bonne direction. En fait, il va les guider. Mais cependant, les joueurs, ils vont rester libres de leurs actions et ça va permettre en fait de stimuler leur créativité parce qu'ils vont se sentir beaucoup plus libres. Donc en fait, si on remplace les joueurs par l'équipe, le scénario du jeu de rôle par le projet et le Scrum Master, en gros, on se rend compte que le Scrum Master, il va être très proche du rôle du maître du jeu, en fait. Donc ensuite, on va voir l'user story. Donc en fait, elle est en général rédigée par le product owner et elle va permettre de définir un besoin auprès des équipes de développement de façon claire. Avec toujours en général le même format que vous voyez là du coup sur le slide. En tant que l'utilisateur, je veux un besoin, une action, afin de un bénéfice, une valeur métier. Et en fait, elle va permettre aussi d'établir les priorités pour satisfaire la demande client. Donc ensuite, on a le produit de backlog. Alors en fait, le produit de backlog, sous la responsabilité du product owner, il va permettre de planifier les sprints et de prioriser les attentes et les besoins du client. C'est le point central de tout projet Scrum. Et il doit être accessible à l'équipe et il définit les étapes du sprint. Donc voilà en gros le sprint. Donc là, je vous dis les grandes lignes et Pierre ensuite va vous les détailler dans les prochains slides. Donc le sprint, il va succéder au product backlog. Chaque développeur, équipe ou groupe va travailler dans son domaine de compétences. En moyenne, un sprint va durer entre 2 et 4 semaines. Il est géré par le Scrum Master et il se déroule en 3 phases: la planification, les mêlées chaque jour et la réunion de démonstration. Donc là, en fait, on a une petite illustration du déroulement d'un sprint, en commençant par la planification,
le développement, le test qualité, etc. Du coup, je vais laisser Pierre poursuivre et il va vous expliquer dans les détails la méthode Scrum. Alors, une fois que le product backlog a été fait, on passe à la phase de sprint proprement dit. Donc, tout d'abord, au début de la phase de sprint, il va y avoir ce que l'on appelle la planification du sprint. La planification du sprint, c'est tout simplement le Scrum Master, en fonction des objectifs qui ont été définis lors du product backlog, qui va former les groupes, les binômes, les monômes ou les groupes, ça dépend le nombre de personnes qui travaillent sur le projet, faire des groupes plus conséquents, et qui va définir quel groupe travaille sur quoi. Donc, il leur fixe des mini-objectifs qui permettent d'obtenir l'objectif du product backlog et on fait des groupes. C'est en quelque sorte la phase de management, le moment où on va décider qui travaille sur quoi. Slide suivant. Donc ensuite, on rentre dans la phase du sprint à proprement dite. Et c'est là qu'on va rentrer dans la phase Scrum ou mêlée. Donc mêlée, c'est le terme, c'est-à-dire la traduction, le terme français qui vient du rugby. Donc la mêlée, c'est que pendant la phase de sprint qui dure entre 2 et 4 semaines, tous les matins, vous avez une réunion d'une quinzaine de minutes. Cette réunion, on préconise de la faire debout afin qu'elle ne s'éternise pas. Donc durant cette réunion, chaque personne doit pouvoir exprimer très rapidement, suite, 1. Ce qu'il a fait la veille, 2. Ce qu'il compte faire aujourd'hui, 3. S'il y a des problèmes qu'il n'arrive pas à régler. Alors c'est chaque personne ou chaque chef de groupe, entre guillemets. Donc, ainsi, le Scrum Master, il peut toujours savoir où en est l'avancement du projet, puisque tous les matins, on lui fait un petit topo. Donc les problèmes rencontrés, ils sont donnés à titre informatif, pour que le Scrum Master puisse voir l'avancement du projet. Le développeur, lui, il est encouragé à continuer son développement et à revenir plus tard sur les problèmes, sauf si le problème le bloque. Le but étant de continuer à avancer le plus possible. Et l'avantage étant que même si un groupe rencontre un problème, les autres groupes peuvent continuer à avancer. Et le Scrum Master peut comme ça choisir s'il y a un problème qu'un groupe n'arrive pas à régler et que par exemple un groupe est en avance, peut choisir de transvaser quelqu'un d'un groupe au groupe auquel il y a un problème, par exemple pour les aider à résoudre le problème. C'est un exemple de management de la phase de sprint. Slide suivant. Le Scrum Master possède ce qu'on appelle en anglais la burn down chart. Donc en français, ça se traduirait par la charte de combustion. Tout simplement, c'est tout le travail qu'on a à faire et qu'on doit donc brûler entre guillemets. Donc c'est-à-dire que l'idéal est d'avoir une ligne droite, une courbe linéaire qui part tout en haut, la quantité de travail total qu'on a à faire et qui, de façon linéaire, descende jusqu'à 0. Le but étant en fait qu'il n'y ait pas de rush sur la fin. Qu'on ait à peu près toujours la même charge de travail en moyenne par jour, même si forcément, il y a des jours où on travaillera un peu plus, il y a des jours où on travaillera un peu moins. Et en fait, les mêlées, les scrums, chaque matin, permettent justement au Scrum Master de mettre à jour cette charte et entre guillemets, de rayer le travail ou les objectifs qui ont été réalisés, et que ça permet ainsi à toute l'équipe de se rendre compte du travail qui reste à faire jusqu'à la fin du sprint. Cela lui permet de déléguer pour résoudre les problèmes identifiés lors des mêlées. Donc ça, on l'a vu précédemment. Tout simplement, si elle voit qu'un groupe est vraiment en avance, peut permettre de retirer une personne d'un groupe pour venir aider un groupe qui est en difficulté. Et autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que tout simplement, les groupes aussi sont faits en fonction des compétences de chacun. On va mettre les gens à travailler là où ils sont le plus compétents. Le but étant, en effet, que le projet avance le plus vite possible. Le sprint peut être prévu pour 2 ou 4 semaines, mais je pense que s'il est réalisé en 1 semaine et demie, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Slide suivant. À la fin de la phase de sprint, il y a ce qu'on appelle en anglais un meeting review. Donc en français, nous on a traduit ça par réunion de démonstration. Donc en fait, c'est une réunion pour faire le point avec tous les acteurs. Donc dedans, on retrouve les sprinters, entre guillemets, le Scrum Master, le client, le Product Owner. On fait le point sur le projet avec le client. On lui fait la démonstration de voir si le logiciel fonctionne bien, s'il n'y a pas de faille, de faille que des personnes pourraient exploiter et que donc il faudrait réparer. Si a priori on arrive vers la fin du projet et que le client est satisfait, alors le projet est terminé. Si le client n'est pas satisfait, change certaines modalités, ou tout simplement qu'on trouve des failles et qu'il faut forcément donc les corriger,
Dans ce cas-là, on repart sur un nouveau cycle avec un nouveau product backlog qui va définir les objectifs du sprint, une nouvelle planification du sprint où on attribue les équipes à telle et telle tâche, et un nouveau sprint qui se conclura par une nouvelle réunion de démonstration. En fait, le product backlog ouvre la boucle et la réunion de démonstration ferme la boucle, mais si les conditions, un peu comme une boucle while, si les conditions ne sont pas réunies à la fin de la réunion de démonstration, alors on reboucle sur un nouveau product backlog. Suivant. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode agile Scrum? Alors, il faut savoir que dans la méthode classique, en fait, consiste à ne pas faire de groupe et à ne pas être en contact avec le client. C'est-à-dire que le client fait une commande, elle est reçue par le chef de projet. Le chef de projet dit voilà, on a ça à faire. Et les équipes se mettent à travailler sur ça. Tout le monde travaille plus ou moins sur les mêmes choses dans la même direction, même si forcément il y a quelques répartitions des tâches. Mais du coup, on a ce qu'on appelle aussi un effet tunnel, puisque comme on définit pas des objectifs intermédiaires comme on peut en avoir dans les product backlog, on avance sans vraiment savoir quand est-ce que l'on va terminer, sans vraiment en voir le bout. Et donc c'est une méthode de travail qui peut être moins motivante. Mais alors quels sont les avantages et les inconvénients de la méthode Scrum Agile par rapport à cette méthode classique? Les inconvénients, c'est déjà si le client n'est pas investi. Le client, c'est une part importante du projet. Vous allez voir, il va revenir plusieurs fois dans les avantages inconvénients. C'est une personne importante du projet. Il y prend part de façon active à chaque réunion de démonstration et au tout début dans l'user story. Donc si le client n'est pas investi, la réalisation devient difficile parce que à chaque réunion de démonstration, en fait, si le client n'est pas là, on ne peut pas avoir les pistes pour continuer à faire évoluer le produit. Une forte hiérarchie dans l'entreprise rend difficile l'application de la méthode. En effet, si dans vos groupes vous êtes des personnes qui avaient à peu près le même statut dans l'entreprise, c'est beaucoup plus facile de travailler. Si vous êtes des personnes, vous êtes un groupe de 3 et vous vous retrouvez avec une personne qui est très très haut placée, une personne qui est moyennement placée, une personne qui est placée tout en bas de l'échelle, la relation va être difficile parce que pour peu que le plus compétent ce soit celui qui soit en bas, il va pas forcément oser aller à l'encontre de ceux qui sont mieux placés. Ça peut vite rendre, c'était un exemple, hein, mais ça peut vite rendre une collaboration difficile. Le projet peut potentiellement être bloqué si un groupe n'avance pas du tout pour X ou Y raison. Il y a une difficulté à budgéter parce qu'à l'avance on ne peut pas savoir combien de sprints il faudra. Donc on peut penser qu'il y aura besoin de 3 sprints et en fait on se rend compte qu'on aura besoin de 5 ou 6. Donc c'est très difficile à budgéter à l'avance. Et enfin un inconvénient, mais qui est à la fois un avantage, mais là je l'ai mis du côté inconvénient pour le moment, c'est que le client peut changer les modalités à tout moment. Alors, c'est vrai que des fois on pense avoir fait un bon travail, on a fait tout ce qu'avait demandé le client, on arrive à la réunion de démonstration et le client dit finalement, ce que vous avez fait, c'est très bien, c'est ce que j'avais demandé, mais j'ai changé d'avis. Finalement, je veux pas ça, je veux autre chose. Vous avez déjà tout recommencé, ce qui peut être extrêmement frustrant. Toutefois, on va passer dans les avantages. Donc ça, c'est ce même inconvénient, le dernier point que j'ai fait qui passe dans les avantages, c'est la flexibilité. En fait, ça permet tout simplement aussi de s'adapter aux demandes du client. Là où dans une méthode classique, on a en effet tunnel, où le client il intervient juste pour demander le produit qu'il veut à la base et à la fin, on lui livre le produit fini, que ça lui plaise ou pas. La relation client, forcément, il y a beaucoup plus de confiance parce que le client, il s'investit lui aussi. Donc le client connaît indirectement les gens qui travaillent sur ce projet-là. Il a son mot à dire. Il y a moins de surcharge de travail que pour une méthode classique, puisque chacun a des tâches bien définies. Ça évite que tout le monde se marche un peu sur les pieds en bossant un peu tous sur la même chose. Et enfin, l'avantage majeur, on aurait presque pu le sortir du tableau et le mettre directement en dessous du smiley content, tellement cet avantage en fait écrase a priori même tous les inconvénients, c'est qu'à la fin le produit final, une fois terminé, il correspond beaucoup plus à ce que veut le client. En fait, il est très très proche de ce que veut le client puisqu'il n'a pas cessé lors des différentes réunions de démonstration de rappeler dans quelle direction il voulait que les développeurs aillent, ou de changer les modalités en disant non finalement ça me plaît pas, je préfère qu'on aille là-dessus. Donc normalement le produit correspond beaucoup plus à la demande du client que lors de la méthode classique. Slide suivant. Et donc, voilà, là, je vais vous expliquer la méthode d'extreme programming.
Donc, il y a une personne qui s'appelle Ken Beck qui a écrit un livre, Extreme Programming Explained. Donc, c'est un livre qui peut être défini comme une tentative de réconcilier l'humain et la productivité. Aussi, un mécanisme pour faciliter le changement social. C'est aussi une voie d'amélioration par rapport à la méthode classique. Un style de développement, puisque je vais vous expliquer par la suite, c'est très novateur et très original. Et une discipline de développement d'applications informatiques, car il y a des règles qu'il faut respecter qui sont différentes de la méthode classique. Donc, ce livre réduit le coût du changement à l'aide de valeurs, de principes et de pratiques que je vais vous expliquer ci-après. Donc, les valeurs, la communication, c'est dans l'extreme programming, il y a énormément de communication il y a énormément de communication, même encore plus que dans la méthode Scrum. La simplicité, on doit toujours faire au plus simple pour développer, pour expliquer tout ça. Le feedback, on doit faire des feedbacks au chef de projet et au client. Et c'est très important parce que ça garantit que le client est au courant de ce que fait l'équipe et peut mettre son grain de sel s'il veut. Le courage, parce que si le client est pas d'accord, il va falloir tout repenser l'application. Donc, faut avoir du courage pour tout repenser ce qu'on a déjà écrit. Le respect, un membre de l'équipe de développement doit se respecter soi-même et les autres. Les fonctionnalités qu'il rajoute ne doivent pas faire bugger les autres fonctionnalités et doivent marcher. Donc, slide suivant. Les principes. Je vais vous expliquer les principes. Après, il y aura les bonnes pratiques. Ça se répète un peu, mais il y a toujours des nouveaux principes et des nouvelles pratiques. Donc, il y a une revue du code permanente en binôme, c'est-à-dire que on va simplifier le code au maximum au fur et à mesure, et les gens vont travailler par deux. Il y en a un qui va tenir le clavier et va écrire, et une autre personne qui va lui dire quoi écrire. Ça peut paraître de la perte de temps, mais ça permet que chaque personne soit le plus au courant de ce qu'il y a dans l'intégralité de l'application. Il va y avoir des tests de manière systématique avant chaque mise en œuvre, les tests fonctionnaires et les tests unitaires. Je vous expliquerai par la suite ce que c'est. Une conception tout au long du projet, c'est-à-dire qu'on va concevoir tout au long du projet en fonction des besoins clients. Une simplicité, comme je l'ai dit plus avant. Et on va utiliser des métaphores avec le client et le chef de projet pour améliorer la compréhension. Parce qu'il faut avoir un langage universel et que sortir au client, on a fait une classe, un objet, on programme dans la programmation orientant objet. Le client, en général, il a un rôle fonctionnel, donc il comprend pas les termes techniques. On va intégrer les modifications plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que, en fait, si on intègre les motivations, si chaque binôme code de son côté et qu'on intègre les modifications à la fin, ça va nous prendre 2 semaines à faire marcher le programme. Que si on intègre les modifications plusieurs fois par jour, à la fin, on aura peut-être 1 jour pour faire marcher le programme. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Et on va avoir des cycles de développement très rapides. Suivant. Étape d'un cycle de développement. La phase d'exploration. C'est-à-dire qu'on va communiquer avec le client et le client va nous procurer des scénarios, c'est-à-dire des scénarios utilisateurs, et sur ces scénarios utilisateurs, on va les transformer en tâches à réaliser et en tests fonctionnels. Qu'est-ce qu'un test fonctionnel? Une partie de l'application, un test fonctionnel, c'est un test qui teste, pardon pour la répétition, si l'application marche bien. Donc c'est un test qu'on exécute à la fin du cycle et pour voir si ça marche. Donc on va devoir à la fois on va devoir concevoir le test fonctionnel et les tâches à réaliser. Donc chaque développeur, chaque binôme va s'attribuer les tâches ils vont travailler en binôme. Et à la fin du cycle, si tous les tests fonctionnels passent qu'on a conçus au début du cycle, alors le produit est livré au client.
et on va faire plusieurs tests, plusieurs cycles de développement jusqu'à ce que le client soit complètement satisfait. Maintenant, je vais vous expliquer les bonnes pratiques dans le slide suivant. Donc, les bonnes pratiques dans la méthode Extreme Programming, c'est que le client doit être sur site, donc en contact permanent avec l'équipe pour que la communication soit optimale, parce que ça repose sur une très grosse communication, comme je l'ai dit, encore plus que dans la méthode Scrum. Donc, il faut avoir une conception simple. Une des valeurs était la simplicité. Les tests unitaires et les tests fonctionnels. Les tests unitaires, c'est un test sur une fonctionnalité de l'application, et les tests fonctionnels, c'est un test sur l'intégralité de l'application ou une grosse partie de l'application. Donc, on va avoir une approbation collective du code, c'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord sur ce que les autres ont écrit et tout le monde doit être au courant de ce que les autres écrivent. Donc, c'est pour ça que la communication est importante. Une convention de nommage, en effet, chaque membre de l'équipe de développement doit avoir la même convention pour écrire les variables, les méthodes, les objets, tous les termes de la programmation. On va avoir des petites livraisons, donc des petits cycles de développement pour que le travail soit efficace. Un refactoring, c'est-à-dire que tout au long du projet, on va reprendre les codes existants et les simplifier au maximum pour en faire des programmes faciles à modifier et des programmes de qualité. Une intégration continue des modifications, comme je l'ai expliqué plus avant. Un rythme soutenable. Faut que l'entreprise et l'équipe de développement avancent à un rythme qui soit possible à extrapoler indéfiniment. C'est-à-dire que on doit pouvoir tenir le rythme à l'infini. C'est-à-dire que, vous l'avez bien compris, je pense. Utilisation de métaphores, programmation en binôme, planning poker. Donc, le client va en permanence créer des scénarios et on va en permanence répondre à ces scénarios par des applications. Et puis, on va passer au slide suivant. Donc, il y a des environnements défavorables pour cette méthode parce qu'elle est assez spécifique, encore plus spécifique que la méthode Scrum. S'il y a un blocage culturel, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit avant, c'est que on doit travailler en binôme. Une personne tient un clavier et une personne dit quoi écrire. La personne qui tient le clavier, elle peut se sentir dévalorisée. Si elle a une culture si elle n'est pas au courant si elle n'est pas sensibilisée à la méthode, elle peut se sentir dévalorisée et il y aura un fort taux de turnover dans l'entreprise. S'il y a une équipe de 20 développeurs ou plus, ça va être un gros problème parce que la méthode repose sur la simplicité et la communication, donc ça va poser problème. Il faut s'il n'y a pas de discipline collective, c'est même pas la peine d'y penser. Pareil pour s'il y a une résistance au changement, parce qu'on doit être capable de s'adapter. S'il y a un coût de changement exponentiel, ça s'oppose un peu à la méthode Extreme Programming, parce que le but est de pouvoir s'adapter rapidement. Un feedback long ou difficile à obtenir, ça s'oppose à la communication. Donc, si l'entreprise est organisée comme ça, c'est pas possible. Et un mauvais aménagement, par exemple, si on travaille pas en open space, la communication est difficile. Donc, je vais laisser Sabrina continuer la présentation. Donc, dans le grand 3, je vais vous présenter donc 2 autres méthodes agiles. Donc, je vais commencer par la FDD, donc la Feature Driven Development. Donc, c'est une méthode qui a été créée en 1997 par Jeff DeLuca. Elle est basée sur des concepts incrémentaux et itératifs. C'est une méthode qui avait à la base été créée pour une banque singapourienne. Et de ce fait, aujourd'hui, elle est beaucoup moins utilisée que la méthode Scrum. Donc, on va pouvoir passer au slide suivant. Donc, la communication. Donc, c'est une méthode qui propose des itérations courtes et grandes pour une communication optimale pendant le développement. Et aucune méthode de programmation n'est préconisée à l'avance. Ce qu'on va surtout mettre en avant ici, c'est la fonctionnalité avant tout. Donc, slide suivant. Donc, les clients, développeurs, managers. Donc, la méthode FDD, on donne une plus grande importance à la phase de conception. Même s'il faut être un petit peu plus lent pour démarrer la réalisation du projet, on veut avoir un modèle plus solide.
Donc, on a également des informations de progression et d'état précises pour un minimum de coûts et de perturbations pour les développeurs. Donc, on va passer au slide suivant, où là, on voit donc les 5 phases du Feature Driven Development. Donc, dans cette méthode, on a un processus d'itération à courte durée qui se compose donc de 5 activités de base. Donc, pour obtenir des rapports d'état précis et suivre donc le projet de développement, on va définir des étapes qui marquent tous les progrès réalisés. Dans cette section, on va donner un aperçu de haut niveau des activités. Et donc, vous voyez, durant les 3 premières phases, une forme de modèle global est établie. Et les 2 dernières phases sont itérées pour chaque caractéristique. Dans cette méthode, les fonctionnalités sont assez petites et les tâches sont relativement rapides à effectuer. Slide suivant. Donc là, je vais vous présenter la méthode RAD, donc le développement rapide d'applications, qui a été formalisée par James Martin et publiée en 1991. Slide suivant. Donc, en fait, cette méthode, ça a été la première méthode à être en rupture fondamentale avec toutes les méthodes anciennes dites en cascade. Slide suivant. Donc, voici donc là les 5 phases d'un projet RAD. Donc, l'initialisation. Donc, durant cette phase, on va définir le projet, on va établir une structure de travail et on va lancer la dynamique de ce projet. Ensuite, on passe à la phase du cadrage. Donc, c'est une phase qui va durer à peu près entre 2 et 5 jours où l'utilisateur va pouvoir exprimer toutes ses exigences et ses besoins lors des réunions. Ensuite, on a la phase de design. Donc, dans cette phase, l'utilisateur est très impliqué toujours. Il participe à la structuration et la validation de l'organisation, le traitement, les données, le flux. Il va valider le premier niveau du prototype et la structure globale de l'application. Donc, on a environ entre 4 et 8 jours de session par commission. Et à partir de cette phase, on va enfin pouvoir mettre le travail de chacun en commun. Ensuite, on passe à la phase de la construction. Donc, dans cette phase, l'équipe construit l'application module par module. Donc, l'utilisateur participe toujours très activement à toutes les spécifications détaillées et à la validation des prototypes. Et plusieurs sessions itératives seront nécessaires. Et ensuite, on passe donc à la finalisation. Donc, dans cette phase, on officialise la livraison globale et on va transférer le système en exploitation. Slide suivant. Donc, voici, nous, un petit peu donc la rétrospection, la façon dont nous, on s'était organisé pour notre premier projet, le projet Pi. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément appliqué la méthode agile tout de suite parce qu'on avait très peu d'organisation au tout début du projet et effectivement, on avait un manque de compétences pour 3 membres du groupe, Reda, moi et Pierre, sur Python, ce qui nous a un petit peu retardé. Ensuite, c'est vrai qu'on n'est pas réparti de rôles. Comme c'était une équipe toute nouvelle, on ne se connaissait pas. Ça a rendu un petit peu difficile cette répartition des rôles. Et ensuite, on a mis en commun pour la présentation. Donc, c'est vrai qu'on se connaissait un petit peu mieux et les logiciels bureautiques, on les connaît. Donc, cela nous a vraiment permis de pouvoir répartir le travail et d'appliquer la méthode agile. Voilà. Donc, slide suivant. Hop, désolé, j'ai coupé le micro. Donc, rétrospection. Et si c'était à refaire, comment on pouvait repartir du début et en partant du principe qu'on aurait les compétences nécessaires, comment on ferait? Alors, tout d'abord, on ferait une user story. User story, on déciderait quels sont les objectifs à atteindre à la fin, qu'est-ce qu'on veut une fois le produit fini. C'est simplement faire une approximation de pi à l'aide de polygones inscrits ou circonscrits dans un cercle. Suivant. À partir de là, on serait parti sur une première boucle avec un product backlog. L'objectif, c'est de rechercher des méthodes mathématiques pour calculer cette approximation. Ensuite, on fait la planification du sprint. Vous voyez que chacun aurait cherché de son côté, donc 4 groupes de 1. Sprint sur une demi-journée. La réunion de démonstration où on aurait mis en commun toutes les méthodes qu'on aurait trouvées. Et on aurait choisi 2 méthodes à conserver. Donc on pense qu'on aurait choisi la méthode d'Archimède et la méthode de Monte-Carlo. Slide suivant. À partir de là, on part sur un nouveau product backlog qui va définir 2 objectifs à atteindre. En 1, le codage de la méthode d'Archimède en Python. En 2, le codage de la méthode Monte-Carlo en Python. De là, on fait une planification du sprint où vous voyez qu'il y a donc 2 binômes.
Nicolas et Sabrina d'un côté, moi et Reda de l'autre. Un sprint sur une journée. Et à la fin, la réunion de démonstration qui nous permet tout simplement de tester les codes et de s'approprier aussi les codes des autres, voir comment l'autre groupe a fonctionné et de voir, nous, si on peut comprendre le code pour possiblement le réutiliser par la suite. Ensuite, on part donc sur une troisième boucle. Donc la troisième boucle, où avec le product backlog, on va définir 4 objectifs. Tout d'abord, courbe. On va tracer les courbes sur la méthode Archimède, puis tracer les courbes sur la méthode Monte Carlo, tracer les figures de la méthode Archimède et tracer les figures de la méthode Monte Carlo. Donc là, ce qu'on aurait fait, c'est un groupe par personne, un monôme, donc des monômes, où chaque personne travaille sur un codage en particulier. Ensuite, à la fin du sprint, une réunion de démonstration, comme précédemment, où on met toute notre courbe en commun, on regarde ce qu'a fait le collègue, on teste, chacun teste aussi les méthodes de l'autre pour voir si ça fonctionne, tout simplement, et aussi une façon de s'approprier le code de l'autre afin de pouvoir le comprendre et de le réutiliser par la suite. Slide suivant. Ensuite, on fait la même chose. Tout d'abord, donc le product backlog qui va définir donc de nouveau les objectifs à atteindre. L'animation pour la méthode Archimède, l'animation pour la méthode Monte Carlo, le film de la méthode Archimède, le film de la méthode Monte Carlo. Encore une fois, on part sur une personne qui s'occupe de chaque objectif. On part sur un sprint sur une journée et à la fin, la même chose. Test des différentes animations, test des différents films. On s'approprie les codes de l'autre pour pouvoir les comprendre et pouvoir les réutiliser plus tard. Et enfin, on part sur le dernier product backlog, qui est là pour le coup fêter la fin du projet. Donc on part sur un apéro, on fait 4 monômes, un sprint qui dure le plus longtemps possible et qui se finit en délire complet. Suivant. Et je vous laisse la conclusion pour Reda. Alors, je vais conclure du coup l'exposé. Alors en fait, la conclusion en fait, elle va plutôt se porter sur le ressenti qu'on a eu depuis qu'on fait la méthode agile. Alors en fait, le rendu final, on s'est rendu compte que du coup, il était bien meilleur. Après, on a aussi ressenti une certaine frustration au moment de l'intervention du mandataire. Donc là, j'ai donné un exemple. On a fait ce PowerPoint-là, cet exposé-là. On pensait vraiment avoir terminé notre exposé. Donc après, on a demandé au prof d'avoir son avis. Je vais passer la blague parce que je l'assume pas trop. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, donc du coup le mandataire dans ce cas-là, c'était le professeur en fait tout simplement. Donc qui est venu et qui a donné son feedback. Et on a dû du coup repartir sur un autre sprint parce que il y avait plein de choses qu'on devait modifier, rajouter. On avait des rectifications à faire. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant avec en tout cas en l'occurrence ici la méthode Scrum, c'est que alors certes, on a une certaine frustration en fait à recommencer chaque sprint. Après, j'imagine que c'est une habitude. Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est le plus important, c'est qu'à chaque fois, le produit final est beaucoup plus proche des attentes du mandataire. Et ça, c'est le principal c'est le but de la méthode. Voilà. Alors, je vous remercie pour cette très bonne présentation, très complète, avec plusieurs méthodes. C'est vraiment très intéressant. Pour la rétrospective aussi, qui était très intéressante. Alors, sur le point de la conclusion, effectivement, je suis intervenu pour vous demander d'aller plus loin. Et je dois dire que le résultat est beaucoup mieux sur la deuxième présentation que vous m'avez fait maintenant. En particulier sur la partie rétrospective, le fait que vous ayez plus pris votre temps, je pense que vous avez fait un exposé qui est long, mais qui est vraiment intéressant. Si je reviens sur l'extreme programming qui était décrit par Nicolas, alors vous n'avez pas l'expérience, mais en fait, en ayant l'expérience, c'est vraiment intéressant de faire des binômes et d'avoir deux personnes qui codent, effectivement. Un qui est plutôt sur la conception et la documentation, et puis un autre qui va écrire le code. Pourquoi ?
Parce qu'en général, les programmeurs, et puis même tous les programmeurs, ont des façons de coder qui sont différentes. Et un programmeur qui est assez débutant, en général, il écrit pas très bien ses programmes. Il les écrit pas très bien dans le nommage des variables, dans le nommage des fonctions. Le fait de faire des lignes qui soient très longues, parfois on se retrouve avec des lignes qui dépassent largement l'écran, qui font 4-5 écrans, donc il faut aller très loin vers la droite pour lire. Des choses comme ça peuvent se passer assez facilement en fait quand on laisse coder les gens tout seuls. Donc le fait de coder par deux en donnant les règles, mais il y a toujours un qui va dire oui mais pourquoi tu as codé ta variable x ou encore var, hein, c'est des appellations très répandues dans des codes où les gens se sont pas challengés les uns les autres. Voilà, pour éviter des choses comme ça, ou pour écrire une fonction qui pourrait s'appeler f, par exemple. Hein, fonction f, c'est assez répandu. Donc, c'est des choses qu'on peut trouver. Pour pas faire ça, il y a toujours un intérêt à regarder le code à plusieurs. Donc, soit on peut effectivement faire des choses d'extreme programming comme ça avec des binômes, soit en tout cas, c'est vraiment nécessaire de faire une revue du code. Un code qui a été écrit une fois, faut être plusieurs programmeurs à le regarder à la fin et avoir un esprit critique. Alors évidemment, si la revue du code consiste simplement à avoir quelqu'un qui décrit son code, c'est pas intéressant. C'est intéressant quand les autres donnent leur avis. Mais voilà, pourquoi tu as écrit ça comme ça? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt pu faire ça ou faire ça? Et là, en général, c'est la source de grande amélioration à la fois dans le code et à la fois dans les capacités à coder des développeurs. Alors merci pour la rétrospective, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc vous l'aviez pas fait aussi en détail dans la première présentation. Donc là, c'était vraiment intéressant de voir comment vous auriez pu partager le travail, comment vous auriez pu faire des sprints. En principe, donc les sprints sont beaucoup plus longs sur un vrai projet. Voilà, bah merci pour cette présentation. Si les autres, vous avez des questions. Alors, je devrais pas dire ça, je devrais dire à tout le monde d'essayer de poser une question parce que c'est un exposé très riche, donc je pense qu'il peut y avoir pas mal de questions. C'est trop complet, moi j'ai pas de questions. Aucune question. Non, bah, j'ai pas de questions. Par contre, je trouve que l'exposé est vraiment très bien. C'est bien présenté. Ah bah merci. Merci beaucoup. C'est clair. C'est vraiment. Je l'ai vraiment bien aimé. Hein. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait qui était très bien. C'est de ne pas tomber dans le l'appellation anglo-saxonne qui crypte un peu. Vous avez toujours bien expliqué en français ce que ça voulait dire. Bah oui, ça on l'a fait. Oui, il y a de l'écho. Je sais pas. Je crois que c'est chez Nico. Coupez vos micros quand vous parlez pas. Ah super, merci Nico. Oui, parce que c'est pour le coup, c'est un peu moi qui ai insisté pour qu'on mette la traduction souvent, parce que c'est peut-être mon côté un peu franchouillard, mais j'aime pas on va dire l'envahissement des termes anglo-saxons, tout ça, qui fait que souvent on les comprend pas. En plus, surtout quand on débute dans un domaine, on comprend pas justement ces termes. Que je suis pour privilégier au maximum les termes français surtout quand les termes anglo-saxons sont pas toujours évidents. Merci Pierre, effectivement, là tu as donné une leçon, je pense, à tout le monde. La façon dont tu as procédé quand tu as parlé, et puis la façon dont en général le groupe a procédé, c'était vraiment très très bien. C'est-à-dire que tu as utilisé les termes, mais tu les as définis, et puis tu les as pas forcément réutilisés par la suite de façon très intensive. Tu les as utilisés un petit peu pour qu'on se mette dans le sujet, qu'on les comprenne. C'est la base de la pédagogie, c'est la répétition. Donc répéter de temps en temps les mots-clés, c'est important. Mais tu as privilégié le français et c'était vraiment, vraiment très bien. Donc, à tous, là, hein, voilà, vous pouvez... D'accord. Vous pouvez... On peut passer à la phase apéro, du coup. Les prochains... Tu as tendance à
à être porté sur l'alcool, Ah, pour le coup, c'était pas mon idée, ça. très bonne chose. En tout cas, avec modération, tu verras avec les années que pour la santé, c'est pas forcément Oui, oui, non, mais. optimal, mais voilà, ouais, très bien. On pourrait passer à l'apéro s'il n'y avait pas de encore à suivre. Monsieur? Monsieur? Oui, oui, Nicolas. Le problème, c'est si on s'habitue pas aux termes anglo-saxons, et bah si on jamais un jour on a une mission à l'étranger, et bah on est mal. Alors, il faut les deux, c'est-à-dire que quand on parle en français, il faut privilégier le sens toujours. En fait, ce qui est important, c'est de privilégier le sens. Et même en anglais, c'est important de privilégier le sens, c'est-à-dire que quelqu'un qui parlerait en anglais, en fait, en anglophone, en général, il va être très clair parce qu'il va faire la même chose que Nicolas, mais il va le faire en anglais. C'est-à-dire qu'il va utiliser les mots-clés, qui sont certes des mots anglais, mais derrière, il va reformuler en anglais pour que ce soit très, très clair. Et en fait, cette reformulation, le fait de centrer le discours sur le sens et non pas d'utiliser perpétuellement un vocabulaire technique qui fait que seuls des gens qui le connaissent peuvent le comprendre, c'est bien meilleur de faire ça. Donc de reformuler, d'utiliser le sens, d'utiliser des métaphores aussi. La métaphore qui a été utilisée, qui était très bonne sur les jeux vidéo, là, c'est vraiment très très bien donc reformuler, utiliser des métaphores. Et comme ça, c'est un moyen. Là, on était tous à connaître la méthode agile, hein, on connaissait tous. Et pourtant, le fait de reformuler, d'utiliser des métaphores, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans la compréhension. Parce que ce type de façon d'expliquer est vraiment toujours extrêmement bénéfique. Bah après, Nico, je suis d'accord avec toi que à terme, de toute façon, dans ces méthodes-là ou dans le monde de l'entreprise, tu as plein d'anglicismes partout. Donc à terme, tu utiliseras forcément les anglicismes. Mais je pense que c'est bien quand tu commences au moins de définir, juste de traduire pour se rendre compte de ce que ça veut dire en français. Parce que des fois, en fait, tu utilises un mot, tu finis par comprendre le sens, mais au final, tu te rends compte que le jour où on te le dit en français, de quoi il me parle? Parce qu'en fait, tu l'as jamais entendu en français. Tu sais, tu sais pas trop de quoi ça parle. Je pense que c'est bien de définir, même si forcément, à terme, vu que dans ce monde-là, t'as plein d'anglicismes partout, personne n'utilisera charte de combustion. Tu vois, personne n'utilisera ce terme-là. Mais je pense que c'est bien de le définir parce que moi, si on balance juste burn down chart, bon, au bout d'un moment, je vais savoir ce que c'est. Mais en fait, je vais même pas comprendre je sais que la burn down chart, c'est le travail à faire. Mais je vais jamais comprendre le sens du titre. Pour moi, c'est comme si t'avais tapé des lettres au hasard, ça revient au même pour moi parce que j'ai pas vraiment tilté sur ce que ça voulait dire, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Ouais, pas de souci. Alors, j'irais même plus loin, Pierre. En fait, ce que tu es en train de dire, moi, si vous étiez dans une équipe, dans une entreprise, et que vous étiez mon équipe, la première chose que je commencerais à faire, c'est avoir cette exigence-là, que vraiment tout le monde s'exprime bien et décrive dans un français naturel à chaque fois qu'il se sert d'un concept, les concepts dont il se sert. Et ça à la fois à l'écrit et à l'oral. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans le milieu professionnel, suite à une réunion, en réalité, il n'y a que 50% des personnes qui ont vraiment compris ce qui se passait dans la réunion. D'accord, il y en a. Ça peut être tous des experts, hein, ça veut dire c'est pas forcément des gens qui connaissent pas le sujet. Hein. D'accord? Donc ils peuvent tous être experts sur le sujet, mais comme ils parlent avec leur propre vocabulaire, en fait, ils sont tout seuls à se comprendre, ou en tout cas, il y a peut-être pas tout seul, mais il y a que 50% de l'auditoire qui a vraiment compris ce qu'ils disaient. Donc c'est vraiment frappant. Hein. Moi, j'ai travaillé en finance, par exemple, en mathématiques financières, donc il y a beaucoup de termes techniques. Et en fait, les gens se comprennent pas, et ça aboutit à des blocages qui durent des années. Moi, j'avais travaillé sur un sujet, sur des conventions sur les devises, sur les devises étrangères. Donc en fait, quand on donne la valeur d'une devise étrangère, par exemple, c'est 1 euro vaut tant de dollars. Mais il se trouve que les conventions peuvent être, donc on parle de l'euro-dollar. Euro-dollar, 1 euro vaut tant de dollars.
mais ça dépend des devises. Parfois, ça peut être inversé. Ouais. Bon, tout ça, c'est très simple. Mais ce truc-là, ces conventions financières, elles aboutissent en parlant le langage anglo-saxon, qu'en fait, il y avait une banque qui faisait juste des choses qui n'avaient pas de sens, mais massivement, c'est-à-dire vraiment massivement. Massivement, il considérait que 1 euro, au lieu de valoir 1,3 $, par exemple, bah, ça valait l'inverse, ça valait 1 sur 1,3, donc 0,7 $. Oui. Et c'était massif, c'était massif dans les comptes de la banque, partout, c'était massif. Juste pour un problème de communication, ils avaient inversé des valeurs. Qui durait depuis 3 ans. Enfin, en fait, le problème durait depuis une dizaine d'années, et les gens avaient essayé de régler ce problème-là, et ça faisait 3 ans qu'ils faisaient des réunions, qu'ils essayaient de parler entre eux, et simplement parce que c'était crypté en mathématiques, parce que chacun défendait son point de vue. Ouais. Le sujet était à l'arrêt depuis 3 ans. Les gens disaient il y a un problème, et ils n'arrivaient pas à identifier ce qu'était le problème. Donc il a fallu quelqu'un qui reprenne les choses à la base, qui reprenne les méthodologies mathématiques à la base et qui les explique dans un langage, en l'occurrence en français, sans passer par tous les conventions de nommage anglo-saxonnes, mais pas seulement anglo-saxonnes, toute la technique mathématique, et remettre les choses à plat, explique les choses. Donc en fait, le cryptage de l'information, le fait de ne pas redonner du sens et le fait de ne pas faire de métaphore quand on peut le faire, ça peut conduire à des situations qui sont dramatiques, quoi. Voilà, là, le président, enfin vraiment, c'est monté très très haut dans la hiérarchie, et le chef ultime de ce domaine, donc était très 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 proche des actionnaires, est venu me voir personnellement. Alors moi, j'étais juste un petit développeur qui commençait ma carrière, est venu me voir et ils m'ont remercié, quoi. Ils m'ont dit merci beaucoup pour ce que vous avez fait, parce que ça faisait un bout de temps qu'on avait un problème, on commençait à se rendre compte qu'il y avait quelque chose de grave, et vous avez enfin levé le problème. Et j'ai levé le problème non pas pour mes compétences en mathématiques, non pas pour mes compétences, mon intelligence ou je sais pas quoi, ça m'a aidé tout ça, mais c'est par ma capacité à réexprimer, à remettre le problème à plat et à réexprimer les choses en français. Voilà. Donc c'est une petite anecdote, mais qui montre que la dynamique que suit Pierre, elle est vraiment, vraiment très intéressante. Elle peut éviter à une organisation de perdre énormément de temps. Et en général, ce qui se passe, c'est que les managers, les chefs, parlent toujours beaucoup mieux que les autres. C'est-à-dire, ils parlent toujours dans un français qui est compréhensible, c'est-à-dire qu'ils reviennent toujours sur les concepts, ils parlent de façon simple et ils s'enferment pas dans le jargon technique. Et voilà, du coup, ils montent en responsabilité pour ces raisons-là principalement, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire comprendre du maximum de personnes. Voilà, donc je vous engage à suivre ce bel exemple que Pierre nous a donné aujourd'hui, là, à essayer de parler de la façon la plus claire possible. Ok. Excusez-moi pour cette longue digression, mais je pense que c'est un point vraiment très important. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Non. Donc, très bien, donc on peut passer à la présentation du groupe 3, du coup.